Bonjour à tous et bienvenue à cette... Alors, il faut que j'aille votre chat en visuel. Tac. À cette conférence d'introduction à la vision taoïste qui est un socle, une base à tout le travail que je fais de vulgarisation des principes de la médecine chinoise. Et par où je vais commencer ça? Les principes de médecine chinoise, en fait, ils viennent tous du taoïsme. C'est pour ça que quand vous me lisez, je bascule tantôt médecine chinoise, tantôt taoïsme. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est de vraiment vulgariser et rendre accessible tous ces principes qui sous-tendent, en fait, à la médecine chinoise, qu'en Occident, on a l'impression de connaître, parce que certains ont été hautement vulgarisés, mais ne sont pas forcément toujours bien compris. Donc aujourd'hui, on passera en revue des principes fondateurs comme le yin et le yang, comme les 5 éléments, qui sont extrêmement importants pour comprendre en quoi la médecine chinoise et la vision taoïste sont des outils extrêmement pragmatiques, mais surtout vous donnent énormément d'autonomie une fois que vous les avez bien compris. Donc moi, j'insisterai là-dessus aujourd'hui. C'était pour ça aussi que je voulais vous avoir en conférence, parce que même si j'ai écrit ça sur 40 pages dans le support masterclass, je pense que poser ces questions en direct, expliciter ça en direct, c'est vraiment un point important. Vous voyez cet adage qui dit on peut pêcher à la place des gens, ou alors on peut leur apprendre à pêcher. Aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, c'est d'assimiler et de bien comprendre en fait les principes qui sont derrière toutes les méthodes qui vont être utilisées, entre autres, en médecine chinoise. Et donc, la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de comprendre et d'assimiler en fait les principes taoïstes qui sous-tendent à la médecine chinoise, mais qui sous-tendent aussi, par exemple, aux arts martiaux, et puis, en l'occurrence, spécifiquement pour nous aujourd'hui, qui sous-tendent en fait aux principes de l'approche de la médecine chinoise sur la psychologie chinoise et la vision des émotions. Est-ce que vous avez envie d'avoir tous ces outils à disposition pour gagner en fait en autonomie et avoir plutôt des principes que des méthodes? Comment dire? Ça fait plus de 20 ans que j'étudie la médecine chinoise. Et des choses comme le yin et le yang, je croyais savoir ce que c'était. Et 20 ans après, je revisite et je réapprends et j'approfondis tout ça. Et je comprends à quel point le système est intéressant, complexe, mais permet aussi de simplifier la vision du monde. On va faire une petite différenciation entre les méthodes et les principes. Derrière chaque méthodologie, derrière chaque méthode, il y a toujours des principes. Si on reste sur cet exemple de apprendre à pêcher, pour savoir pêcher, en fait, il y a des principes sous-jacents. Et ces principes-là, ils permettent après d'adapter une méthodologie à différents contextes. Donc peut-être en introduction, poser 2-3 petites choses historiques, même si ce n'est pas mon grand rayon de compétences et que d'autres personnes sont plus éclairées et plus compétentes que moi. La médecine chinoise, c'est une médecine qui est extrêmement ancienne. On estime les premiers écrits qui ont encore de l'importance aujourd'hui à plus de 3000 ans. Et on spécule que les racines, qui sont d'ordre chamanique, ont au moins 5000 ans aujourd'hui. Donc, moins 3000 avant Jésus-Christ, en fait, les fondements de la médecine chinoise étaient déjà là. Okay. Ces fondements, en fait, à la base, ils sont plus d'ordre chamanique et ils sont plus reliés au taoïsme.
Et c'est pour ça que je parlerai beaucoup de principes taoïstes qui sont en fait, on pourrait dire que c'est l'ancêtre, que c'est les ancêtres de la médecine chinoise. Et on va retrouver d'ailleurs dans ces principes taoïstes, on les retrouvera en fait dans autre chose que la médecine chinoise, comme je disais, par exemple dans les arts martiaux. S'il y a parmi vous des pratiquants de Qigong, de Tai Chi et de ce genre de choses, vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont vous parler dans ce que je vais parler aujourd'hui. Donc on va d'abord parler de comment ça s'est construit. Et les taoïstes, ils ont avant tout en fait observé le monde et ils en ont tiré des principes, des conclusions sur le monde. Et le premier principe qu'on va retrouver aussi dans d'autres philosophies orientales, comme dans le bouddhisme par exemple, c'est que tout change tout le temps. Si vous vous asseyez dehors et que vous observez la nature, vous verrez qu'en fait tout change. Tout change de forme. Et ça, c'est le premier principe d'observation du monde, c'est que tout change tout le temps et qu'il n'y a aucune constante dans la réalité, dans le vivant, dans l'univers, si ce n'est le changement. Donc le premier principe, peut-être je peux vous le noter, le premier principe, c'est le changement. Donc si tout change tout le temps et que la seule constante de l'univers, c'est le changement, on peut observer que d'un changement à l'autre, il y a quelque chose qu'on pourrait nommer comme étant un mouvement. Et ça, c'est le deuxième principe, c'est que si tout change tout le temps, alors il y a tout le temps un mouvement qui est en cours. D'abord, on va parler de ces principes d'un point de vue un peu théorique et ensuite on les passera plus finement en revue dans le concret pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc si tout change tout le temps et si ce changement s'exprime à travers des mouvements, on peut peut-être pas définir la réalité comme étant quelque chose de figé. Par contre, on peut décrire les mouvements. On peut décrire les mouvements et chaque mouvement a potentiellement une forme qui s'inscrit dans une notion cyclique. Donc un cycle, c'est une succession de mouvements qui se répètent dans un ordre particulier. Vous avez peut-être déjà remarqué que les saisons sont peut-être différentes d'une année sur l'autre. Il y a peut-être des étés plus chauds, des hivers plus froids, mais globalement, ça se suit toujours dans le même ordre. Il y a toujours le printemps, et ensuite l'été, et ensuite l'automne, et ensuite l'hiver, et cet ordre-là ne change pas. C'est une constante. Pourquoi ? Parce que notre Terre tourne autour du Soleil dans un circuit bien précis et que c'est toujours la même chose. Donc, on retrouve ces mouvements à travers le cycle et avec une forme de prévisibilité. Donc, si on ne peut pas objectiver en fait la réalité et la définir précisément parce qu'elle est constamment en train de changer de forme, et moi par contre, on peut précisément décrire les étapes qui sont à chaque fois des mouvements. Ok. Ça, c'est un constat. Et donc, les principes taoïstes sont tous basés sur ce constat-là. On les retrouve aussi dans les philosophies orientales, dans le bouddhisme, et je ne veux pas m'avancer trop sur d'autres choses que je ne connais pas assez bien. Ça, c'est un constat en fait que les taoïstes ont fait, c'est que la seule réalité objective et saisissable et définissable, c'est le changement perpétuel qui est fait de mouvements, qui s'inscrit dans des cycles et que c'est l'expression même du vivant, ou alors dit autrement d'un point de vue plus spirituel, c'est l'expression même du divin sur Terre qui compose en fait ces rythmes. Et donc, si on ne peut pas définir précisément la réalité parce qu'on ne peut pas la figer, parce qu'elle est constamment mobile, eh bien, on peut par contre décrire chaque étape des mouvements. Donc, la vision taoïste, c'est une vision, comment dire, ce sont des paires de lunettes pour observer la réalité. Et ces paires de lunettes, elles sont comme des grilles de lecture
pour décrire les différents phénomènes de la réalité, pour décrire les différents mouvements, pour appréhender les cycles avec le plus de finesse possible. Ces grilles de lecture, elles ne sont pas réelles en soi, elles n'ont pas une existence propre, c'est un système empirique, c'est une forme de métaphore, mais c'est un outil. Donc le yin et le yang n'est pas un principe spirituel, ésotérique ou quelque chose comme ça, c'est un outil qui sert à objectiver la réalité. Vous verrez que les taoïstes, ils ont découpé la réalité avec différents types de mouvements et on va depuis le zéro jusqu'à l'infini avec différents types de découpes. Okay ? Donc, en soi, c'est jamais une religion, le taoïsme, c'est toujours une philosophie parce que c'est des principes pour appréhender le monde, appréhender la réalité et ce qu'ils ont créé à travers ces principes, comme le yin et le yang, comme un système qui ressemble à notre système de trinité qui s'appelle les trois trésors, comme les bagua pour ceux qui connaissent les arts martiaux ou qui est très utilisé en médecine chinoise. Enfin bref, il existe différentes grilles. Ce sont à chaque fois des outils de perception du monde. Et ce ne sont pas des choses qui sont réelles en soi, ce sont juste des paires de lunettes. Quand tu as un problème de vue, quand tu mets ta paire de lunettes, c'est pas ta paire de lunettes qui a raison sur la réalité, elle te permet juste de mieux voir ce qui se passe de l'autre côté en fait de ton cerveau, de tes yeux. Quand tu mets une paire de lunettes de soleil et que ça teinte ta réalité soit plus sombre, soit plus contrastée, c'est pas que la réalité elle est devenue comme ça, c'est ta paire de lunettes qui donne ça. Donc je vous invite vraiment à garder ça en tête. C'est que les principes taoïstes qui sous-tendent à la médecine chinoise, qui sous-tendent aux arts martiaux, qui sous-tendent à toutes ces philosophies orientales, ne sont pas des principes qui sont considérés comme vrais, qui sont considérés comme absolus, mais sont des grilles de lecture, sont des outils de perception. Et vous pouvez vraiment imaginer qu'à chaque fois, vous prenez une paire de lunettes particulière pour observer le monde à travers cette paire de lunettes. C'est comme si vous voulez regarder les étoiles, vous avez meilleur temps de prendre un télescope qu'un microscope. Et inversement, si vous voulez regarder comment c'est fait à l'intérieur des cellules, vous serez bien embêté avec un télescope parce que ça ne sera pas adapté. Donc le jeu de cette approche qui est particulière, et moi c'est ça qui a vraiment bouleversé ma vie, c'est qu'en fait c'est juste un jeu de paires de lunettes. Allez, je vais vous faire des paires de lunettes. Et je vous invite vraiment à garder ça en tête. Parce que le but, c'est juste de mieux pouvoir voir et de mieux comprendre ce qu'on observe. Oui, les hexagrammes, c'est un codage de la réalité. On verra pas toutes les grilles de lecture. Ok ? Si parmi vous, il y a des gens qui sont plutôt géométriques ou plutôt mathématiques, vous avez sûrement tous déjà entendu ce principe qui est une phrase de Lao Tzu qui dit « Le Tao que l'on peut exprimer n'est pas le véritable ». Dans le système taoïste, on va retrouver en fait des grilles de lecture pour chaque niveau. Ok. Entre le 0 et le 1, on est dans le monde du divin et ça ne concerne pas réellement la vie humaine. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. À partir du 2 jusqu'à beaucoup, en vrai jusqu'à l'infini, mais en réalité on trouve des grilles de lecture qui vont jusqu'à 64. C'est le Yi King. En réalité, on trouve des grilles de lecture pour chaque niveau. Okay ? Donc le jeu, ça a été, et si on divise les choses en 2, quelle grille de lecture on peut utiliser? Si on divise les choses en 3, quelle grille de lecture on peut utiliser, etc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on verra principalement, ça va être le système en 2 et en 5, parce que c'est ça qui nous intéresse particulièrement en regard des émotions.
et de tout le contenu en fait du support de la masterclass sur la réflexion, le souci et le ressassement. Ok ? Je vais vous expliquer pourquoi ici c'est le monde des humains en premier. Et ensuite, on ira voir cette histoire du divin et ensuite on reviendra précisément sur le monde des humains parce que le reste ne nous concerne pas directement. On vit dans un monde qui est polarisé. C'est pour ça que le monde des humains, il commence à deux. Tout sur Terre existe avec son contraire. On peut voir qu'il fait jour parce que le soleil est là et quand il va se coucher, on vit la nuit. Et on ne pourrait pas connaître qu'est-ce qu'est la nuit s'il n'y avait pas son opposé. Notre œil, il perçoit le monde grâce au contraste. C'est le système des cônes et des bâtonnets. On ne peut pas appréhender le monde sans contraste. Vous pouvez savoir qu'il y a un objet et qu'il n'y a pas d'objet parce qu'il y a la notion en fait de matière et de vide. S'il n'y avait pas ces différences-là, en fait, on ne pourrait pas vivre dans le monde et on ne pourrait pas comprendre grand-chose au monde parce qu'on est vraiment fait pour un monde polarisé. Donc notre monde est polarisé et tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on expérimente, on peut l'expérimenter parce que son contraire existe. Je peux savoir ce que c'est que d'avoir chaud parce que j'ai déjà eu froid. Je peux savoir ce que c'est que d'avoir froid parce qu'il faut avoir connu le chaud. Et inversement. Et c'est valable et vous pouvez chercher, hein, vous ne trouverez pas quelque chose qui n'a pas son contraire, qui n'a pas son opposé, qui n'a pas son antagoniste. Tout existe à partir de ce monde qui est polarisé. Donc notre monde humain existe à partir de cette réalité qui est polarisée. Et ensuite, on peut continuer à descendre et fragmenter ça. Tout ce qui est indivisé, qui est de l'ordre de l'unité, et de l'absolu, ne nous concerne pas directement. On peut philosopher dessus, on peut en parler, mais ce n'est pas quelque chose qui est concret dans nos vies humaines. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait de la biologie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en biologie, alors je ne me souviens plus les termes exacts, mais la fécondation de l'ovule et du spermatozoïde, où on a les deux corps qui se rencontrent, le spermatozoïde qui entre dans l'ovule, et puis ensuite il y a la première division cellulaire qui se fait avec les polarisations des chromosomes. Ça fait un truc comme ça, je suis sûre que vous vous souvenez. Il y a les chromosomes qui se polarisent d'un côté et de l'autre. Et puis ensuite, on continue en fait avec une division en 4. La division d'après, elle est en 8, etc. Et on arrive à, sauf erreur, 72 heures de vie de la cellule et on arrive à la division 64. Ça, c'est juste pour ceux qui aiment bien penser en arborescence. C'est une petite note comme ça pour réfléchir après coup à ce que je raconte. Vous voyez, c'est tout blanc. Pour les taoïstes, le divin, c'est ça. C'est indéfinissable. Le divin, le Tao que l'on peut exprimer n'est pas le véritable Tao, disait Lao Tzu. Le Tao, il est sans forme, il est insaisissable, il est non manifesté et forcément, il est omnipotent. Il est partout, il est dans tout, à travers tout et il n'a même pas de densité, de matière ou même d'énergie. Okay. On ne peut pas représenter le Tao. Vous avez tous déjà vu ce grand cercle fait avec en calligraphie. Ça, c'est pas le Tao. Ça, c'est l'étape d'après. Le Tao, c'est avant. Et c'est quelque chose qui est indéfinissable et qui est sans forme. Pour les taoïstes, tout prend racine en termes de création du monde dans cet espace qui est indéfinissable, qui est sans forme, qui est omnipotent. Le divin, c'est ça pour eux. Et chaque
comme tout est mouvement et que tout se transforme, cet état-là, en fait, il donne naissance à un premier état. Et ce premier état qu'on reconnaît, qui est représenté sous la forme d'un cercle, je vais vous le noter, s'appelle Wuji. C'est un joli nom. Wuji, ça veut dire le rien ultime ou encore le vide ultime. Wuji, c'est le vide sans substance. C'est l'invisible et c'est l'état intégral sans forme, sans matière, sans énergie. En tout cas, pas par des choses définissables de cet ordre-là. En physique quantique, les théories qui se rapprochent le plus de cet état-là, c'est la théorie des cordes, s'il y en a qui ont lu sur ce sujet-là. On est sur du pur potentiel, non manifesté. Okay. Wuji, c'est comme, on pourrait faire une image, c'est la trame qui est derrière l'énergie, qui sous-tend à toutes les choses dans l'univers. C'est à travers cet état-là, en fait, qu'on est tous reliés les uns aux autres, aux étoiles, aux planètes, aux êtres les plus lointains ou aux plus proches, aux plus petites créatures ou comme aux plus grandes. C'est ça qui est là, une forme de... Et évidemment, à partir de Wuji, et c'est là qu'on entre dans ce qui nous intéresse vraiment, nous, en tant qu'humains, on va commencer à avoir les choses manifestées. Alors ça, c'est plus Wuji. Ça, c'est Taiji. Littéralement, Taiji, ça veut dire l'ultime suprême, la grande poutre. On voit bien la grande poutre. Et ceux qui font du tai chi, ils savent aussi comment c'est de faire la grande poutre. C'est vraiment ça. À partir de Taiji, c'est le début des choses différenciées. Et du coup, là, on rentre dans le monde des humains. Pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de l'immobilité. Pour qu'il y ait de la matière, il faut qu'il y ait l'absence de matière. Pour qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait du froid. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Okay. Donc, la structure du yin et du yang, quand elle est ensemble, en fait, elle s'appelle Taiji. En réalité, ce symbole ne s'appelle pas yin et yang, il s'appelle Taiji. Cette partie-là s'appelle yin, cette partie-là s'appelle yang. Okay. Alors malheureusement, je dessine très mal les idéogrammes chinois, mais si j'avais eu un peu le temps de m'entraîner, je vous l'aurais fait. Je vais juste vous le dire par oral. L'idéogramme yang, il s'écrit en chinois en disant la face de la montagne qui est au soleil. Et l'idéogramme yin, il s'écrit en chinois la face de la montagne qui est dans l'ombre. Donc on dit que ça c'est une montagne. Ici on a le soleil. Je vais mettre la lune, mais c'est pour symboliser l'obscurité, vous comprenez. Voilà. Ici on est sur une zone qui est à l'ombre. Ok. Donc yang c'est ça. Yang c'est le côté de la montagne qui est au soleil. Et là où il y a du soleil, eh bien, le soleil réchauffe. Et donc, il y a de la chaleur. Et donc, s'il y a de l'humidité, elle s'évapore. Et donc, les végétaux vont pouvoir grandir et croître, être dans une dimension d'expansion. Et ici, du côté où c'est ombragé, il fait beaucoup plus froid. L'humidité a tendance à descendre. On aura plutôt ici une forme de brouillard, alors qu'ici, ça s'évapore. Et on retrouvera plus d'humidité sur la face à l'ombre que sur la face au soleil. Donc de fait, ici, on est sur le côté sud et là, on est sur le côté nord.
Ok. Je peux vous le faire comme ça. Donc on a d'un côté de la lumière, de l'ombre, du chaud, du froid, une tendance à la sécheresse, en tout cas plus facilement de ce côté-là, une tendance à l'humidité. Ici, l'eau, elle fait un mouvement d'évaporation. Ici, l'eau, elle fait un mouvement descendant. Etc. On pourrait passer du temps, en fait, à définir ce qui se passe sur ces deux côtés de montagne. Comment peut-il y avoir immobilité si tout est tout le temps en mouvement? Alors, c'est bien dans le monde humain que tout change tout le temps. Certaines constantes pour les taoïstes ne sont pas les mêmes en dehors de ce qui se passe de notre monde humain. Ça veut dire que pour eux, l'incarnation humaine, c'est une strate d'incarnation. Il y en a d'autres qui sont plus proches du divin, il y en a d'autres qui sont moins proches du divin, on va dire, hein, dans cette échelle de absolue unité et avec un système descendant. Donc là, on s'intéresse uniquement de ce qui concerne la vie sur Terre, on va dire. Et on ne va pas aller plus loin là-dessus. Mais sur Terre, tout change tout le temps. Dans la vie d'un être humain, tout change tout le temps. Ça peut des fois changer très lentement, ça peut des fois changer très vite, on peut des fois avoir l'impression d'une immobilité, mais ces impressions-là sont juste relatives à notre perception du temps. Je te donne un exemple. Quand tu marches dans la rue et qu'il y a un vélo qui passe, tu as l'impression que le vélo il va plus vite que toi. Et quand tu es en voiture et que tu passes à côté d'un vélo, tu as l'impression que le vélo il va moins vite que toi. C'est complètement relatif à ton point de perception. Okay, c'est hyper intéressant d'ailleurs parce qu'on se rend compte que tout est absolument relatif d'une façon absolue. Ça fait un peu bugger de le dire comme ça, mais on pourrait le formuler ainsi. Très bien. Et c'est là qu'on voit que cette notion de relativité, elle dépend en fait de où on regarde. Et c'est pour ça que la notion de yin et de yang sont relatives. Ici, c'est relatif à ce qui se passe sur la montagne. Et du coup, on a sorti des grands principes de quelles sont les énergies yin et quelles sont les énergies yang. Quand on regarde sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Okay. Donc, pour les taoïstes, le premier niveau de structuration, de grille de lecture qu'on peut utiliser dans notre monde humain, c'est la grille de lecture qui est basée sur le yin et le yang. Okay, et du coup, on va définir comme étant un mouvement yang tout ce qui est d'ordre ascendant, une énergie montante, tout ce qui a à voir avec le ciel, avec le soleil, avec la lumière. Et on va parler d'énergie plutôt yin pour ce qui est d'ordre descendant. Mais tout ça, c'est en regard de ce qui se passe là sur la montagne. Parce que je peux savoir, si on parle d'éclairage, l'éclairage, la visibilité, on va parler d'une visibilité plutôt yang quand il y a de la lumière et d'un état plutôt d'ombre et plutôt yin pendant la nuit. Si on parle de température, alors effectivement la température chaude sera yang et la température froide sera yin. Si on parle de climat, on parlera de sécheresse comme étant plutôt yang et d'humidité comme étant plutôt yin. Et on peut continuer comme ça. Si on parle par exemple d'un changement, la vitesse d'un changement, si c'est rapide, ça sera plutôt yang.
Et si c'est lent, ça sera plutôt yin. OK. Et ainsi de suite. Et ce tableau-là, en fait, on peut l'utiliser. Par exemple, dans les maladies en médecine chinoise, une apparition rapide et aiguë, c'est une maladie qui est considérée comme yang. Et quelque chose de chronique et qui dure sur le temps, on sera plutôt sur un système yin. L'énergie montante, l'énergie descendante. Et donc, je vous invite à imaginer le yin et le yang non pas comme un système en 2D à plat et immobile, mais on a bien quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Et histoire de compliquer les choses, ici, ce n'est pas juste un point de l'autre couleur, c'est un système fractal. On pourrait zoomer et ça continuerait à l'infini. Donc, ici, ce qu'il y a là, c'est un autre yin et yang avec un autre système dedans, et ainsi de suite. Et oui, tu as raison, Zachary. En science, le froid est assimilé à l'immobilité et la chaleur au mouvement, à l'agitation. Mais c'est carrément le cas. Le froid fait ralentir, apporte de la lenteur et de l'immobilité. C'est ce qui se passe en hiver. Si tu regardes les animaux, ils bougent vachement moins maintenant qu'en plein été. Et inversement, la chaleur apporte de l'agitation, du mouvement, etc. Oui, ça colle carrément avec les principes thermodynamiques. Donc, je vous refais un exemple. Si on prend l'eau, on ne peut pas dire que l'eau est dans l'absolu yin ou yang. Il faut qu'on la compare à quelque chose. Donc, si on prend l'eau en comparaison au feu et qu'on va parler de sa nature, effectivement, l'eau, elle va être beaucoup plus yin que le feu. Elle va être moins réchauffante que le feu. Okay. Mais si je prends l'eau dans l'absolu, je ne peux pas dire qu'elle est yin ou qu'elle est yang. Parce qu'on a toujours besoin d'un référentiel pour qualifier les choses. C'est un jeu de contraste. Donc, si je prends comme exemple l'eau, si je veux parler de sa densité, effectivement, l'eau à l'état de glace, on va considérer qu'elle est yin par opposition à l'eau en état de vapeur qui va être de nature yang. Si je prends par exemple le corps de l'homme et de la femme, si on parle de force brute, de force musculaire brute, l'homme a naturellement une densité musculaire qui est plus grande que la femme, à poids égal et taille égale. L'homme est de nature plus yang dans sa musculature et dans sa force brute que la femme. Si on prend la capacité à se transformer et à avoir un corps qui s'adapte au changement comme référentiel, la femme est beaucoup plus yang que l'homme parce que toute sa vie, elle aura une vie cyclique, elle aura des grossesses, elle aura des accouchements, elle aura des règles, elle sera en perpétuel changement, physiologiquement parlant, et ça se verra à l'extérieur, et ça, c'est une nature beaucoup plus yang. Si je prends la tendance à exprimer ses émotions, les femmes sont beaucoup plus enclines à parler de leur vie émotionnelle de façon générale. Évidemment, on a toujours des cas particuliers. Et donc, au niveau de l'expression émotionnelle, la femme est beaucoup plus yang que l'homme. L'homme est beaucoup plus introverti sur sa vie émotionnelle. Donc, vous voyez qu'en fait, on ne peut pas poser un système d'absolu en disant « Ah ben, tu es une femme, donc tu es yin, et tu es un homme, donc tu es yang ». Parce que ça dépend de quoi on parle et sous quel angle on regarde. Okay. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important parce que dans notre système judéo-chrétien, on a assimilé ce jeu yin et yang en fait à un système de dualité. On a dit, ah oui, ils sont opposés et ils sont complémentaires. Oh, c'est long à écrire complémentaire. Ouf. En plus, il faudrait des S pour faire les choses bien. Voilà. Dans notre système plutôt dualiste au niveau culturel, en Occident, on s'en tient à ça en fait quand on voit le yin et le yang. On dit c'est opposé, c'est complémentaire. Or, pour les Chinois,
Et pour la vision taoïste, il y a deux items importants qui ne font pas partie de notre compréhension à nous. Ils sont indissociables. Alors déjà que je suis nulle en orthographe, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'écris sur un paperboard, je ne sais plus. Ça ne marche plus. Dissociables. Ils sont indissociables et s'engendrent mutuellement. On va voir ces choses-là. Indissociable, quand on y réfléchit, on arrive à le comprendre. Quand je vous dis, vous ne pouvez pas savoir qui fait jour si vous ne savez pas ce qu'est la nuit, vous ne pouvez pas savoir qui fait nuit si vous ne savez pas ce qu'est le jour, c'est OK. Vous ne pouvez pas savoir le chaud si vous ne savez pas ce qu'est le froid, c'est OK, ça vous le comprenez. Et s'engendrent mutuellement, ça c'est un truc qui est vraiment obscur pour nous occidentaux, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Donc c'est ça qu'on va voir là tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces simulations de planétarium, que ce soit sur ordinateur ou ailleurs. Vous savez, où on représente le ciel, on peut le voir sur les cartes des étoiles. On représente le ciel comme ça et puis on dit qu'il y a la Terre qui est ici. Donc là, je ne suis pas en train de vous faire des histoires de yin et yang, je vous fais vraiment une représentation. Ici, on dit qu'il y a une petite maison. Ici, on dit qu'il y a des arbres. Ici, on dit qu'il y a des montagnes. Ok, ça c'est la Terre, ça c'est le ciel. Dans les constantes sur Terre, le soleil se lève toujours à l'est. Jusqu'ici, j'aimerais bien un jour voir s'il pourrait se lever en sens contraire, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Le soleil se lève à l'est, il monte jusqu'à son paroxysme, le zénith, et puis ensuite il descend et il va se coucher. À partir d'un certain âge, on sait qu'il ne se couche pas, mais qu'il va de l'autre côté de la Terre. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être d'accord qu'en fait, toute la période où il fait jour ici, eh bien, on est sur la période de luminosité, donc on est sur la période qui est yang. Et toute la période où on ne voit pas le soleil, où il fait nuit, eh bien, on va être sur la période qui est yin. Sauf que vous êtes d'accord avec moi, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin à ce mouvement. C'est un mouvement yang, mais il a un début, un milieu et une fin. Ici, quand le soleil se lève, on appelle ça comment? On appelle ça l'aube. Alors, est-ce que je peux vous le faire? Si je pouvais mettre les deux schémas en même temps, ce serait super top. On va voir cette histoire d'engendrement mutuel. À l'aube, le soleil se lève. C'est le début de l'énergie yang qui commence à monter. À midi, je suis au zénith. Je suis au maximum de l'énergie du yang. Et pourtant, c'est quand qu'il y a les ombres les plus grandes, c'est à midi. Donc on est bien sur cette période ici qui inclut qu'on est au maximum de la lumière et pourtant il y a beaucoup d'ombre. Okay. À partir du zénith, cette énergie yang, elle va commencer à décliner. Elle redescend. Et ici, ça s'appelle crépuscule. Okay. Au crépuscule, qu'est-ce qui se passe? On est ici. C'est le début de l'énergie yin qui amorce sa descente. Au milieu de la nuit, alors c'est particulièrement vrai quand il y a des pleines lunes, au milieu de la nuit, on retrouve cet effet ici avec la luminosité de la lune qui est particulièrement intense par contraste. Pourquoi? Parce que tout le reste est très obscur. Donc au milieu de la nuit, quand vous avez une frontale qui crache bien fort, quand il y a une pleine lune importante, ça peut être très lumineux. Donc on retrouve ce système où ils incluent
leur opposé mutuel et ne peuvent que coexister et cohabiter. Et à la fin de la nuit, eh ben, l'énergie du yin décline parce que celle du yang arrive et que le soleil se lève. Okay. Pour rester sur cette histoire d'opposition, plus on est dans la lumière, plus on est au zénith, plus on est au paroxysme en fait de l'éclat, plus les ondes sont grandes. Et on peut s'aveugler avec beaucoup de lumière. Et inversement, on peut aussi avoir énormément de clarté dans l'obscurité. Je vous laisse vous faire vos métaphores que vous voulez autour de ce sujet-là. Mais c'est aussi intéressant en termes de conscience, inconscience, etc. Je vous fais le même schéma, mais sur un système linéaire. Jour, yang, on reste sur le système d'une journée avec les jeux de luminosité. Ok, nuit, yin. Ici, c'est le lever de soleil, c'est l'aube. L'énergie du yang croît, monte jusqu'à son paroxysme. Ici, c'est le zénith, qui est environ à midi, mais ça dépend si on est en heure solaire ou pas. Ensuite, ça décroît jusqu'au maximum de la nuit. L'aube, j'aurais pu la mettre genre ici, pour faire les choses vraiment bien. Bref. Donc, on a le crépuscule, on va dire comme ça. On va faire les choses vraiment super bien. Ici, on a des points d'équilibre. Si vous regardez ici, c'est toujours égal. On a des points d'équilibre et passer ce point d'équilibre, cette partie-là, on l'appelle crépuscule. Cette partie-là, on l'appelle aube. Ici, c'est la nuit. Ok? Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue tout le temps avec ce même cycle. Donc, on voit bien qu'on peut découper ces mouvements en disant il y a un point de yang maximal, il y a un point de yin maximal, il y a des points ici d'équilibre qu'on retrouve. Et on voit bien, il y a un équilibre où on est sur une montée du yang et un équilibre qui est sur une descente du yang et donc une arrivée du yin. Ok? On transpose ça sur une autre échelle que celle de la journée, sur les systèmes d'équinoxe et de solstice. Maximum de luminosité dans toute l'année. Quand c'est qu'il y a les jours les plus longs, c'est quoi le zénith de l'année? C'est l'été. Et le jour précis, c'est quoi? C'est le solstice. Solstice d'été. Ok? Par opposition, la période où l'obscurité est la plus grande et les nuits les plus longues, solstice hiver. Ok? On va les mettre. Été.
Et du coup, les équinoxes, c'est quoi? Les points d'équilibre ici. À l'équinoxe, on a un équilibre parfait entre le temps de luminosité et le temps de nuit. Et on a bien une différence entre l'équinoxe d'automne, où à partir de l'équinoxe d'automne, les nuits vont être de plus en plus longues. Donc, on est sur l'équivalent du crépuscule, si vous voulez, à l'échelle de l'année. Les nuits vont être de plus en plus longues jusqu'à l'hiver. Et on a bien ici, à l'équinoxe de printemps, les jours qui se mettent à rallonger jusqu'à l'été. Ok ? Dans ces divisions, comme ça, je peux même le faire comme ça. On va avoir un mouvement entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'été qui est le même que celui depuis l'aube jusqu'au zénith. On est sur le yang qui monte, le yang montant. Les Chinois, ils appellent ça le petit yang. C'est Shaoyang. Ok ? Pourquoi ? Parce que la luminosité augmente. À partir de l'été, on est au maximum de la luminosité. C'est encore les jours qui sont les plus longs, mais néanmoins, ils commencent à diminuer. On est sur la même énergie que depuis le zénith, hein, la fin d'après-midi jusqu'au crépuscule. Donc là, le yang descend, on va dire. Il est sur le déclin. L'énergie du yang n'est plus à son paroxysme. Le paroxysme, c'est ici. Et ça s'appelle taiyang. Enfin, ici, ça s'appelle taiyang. À partir du point d'équilibre ici de l'automne, où on retrouve la même chose ici que le crépuscule, la nuit va augmenter jusqu'à l'hiver. C'est le début du yin qui arrive pour être à son paroxysme au solstice. C'est Shao Yin et c'est le petit yin. On va être au maximum du yin au solstice d'hiver. Et on va être sur le déclin du yin. Alors, petite note, c'est que nous, en Occident, on dit que depuis là jusque là, c'est le printemps. Et que de là à là, c'est l'été. Et que de là à là, c'est l'automne. Pour les Chinois, c'est pas comme ça que ça marche. Les saisons, elles sont découpées autrement. L'été commence quand le yang monte à son paroxysme et commence sa descente. L'automne commence avant également. Et en fait, l'énergie est à son maximum sur les temps des événements célestes, des solstices et des équinoxes. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai parlé dernièrement à une conférence sur prendre soin de soi en hiver. À l'échelle d'une vie humaine, on a aussi en fait ces saisons qui sont là. On a aussi des périodes de vie qui sont beaucoup plus yang et des périodes de vie qui sont beaucoup plus yin. Et de nouveau, c'est un jeu de paires de lunettes parce que ça dépend quel morceau on regarde. Okay ? Souvenez-vous, au tout début, on a dit ce qui s'élève, les mouvements ascendants sont plutôt de nature yang et les mouvements descendants sont de nature yin. Okay ? Donc, par exemple, pour que ça soit bien compris, et je vais bien enfoncer le clou, pour comprendre que c'est des systèmes relatifs, que le yin et le yang sont des outils pour objectiver des mouvements qui guident la vie et les manifestations de la vie, je vais enfoncer ça avec quelques exemples. Si on dit que
À partir de la naissance jusqu'au plein de l'âge adulte, on va être sur une énergie montante. Là, on a le bébé, l'adolescence, l'âge adulte, et puis là, l'âge de maturité. On va dire ça comme ça. On va être sur un mouvement yang. Et puis, à partir de là, on va commencer le déclin. Les femmes vont avoir la ménopause par là, etc., jusqu'à la vieillesse, un âge âgé et la mort. On va mettre comme ça, mort. Donc, on va dire que la première partie, elle est yang, et que la deuxième partie de la vie, elle est yin. Ok? Ça, c'est si on tient compte depuis la naissance jusqu'à la mort. Maintenant, je vous fais exactement le même schéma. On va le regarder sous l'angle du système de croyance de l'incarnation et des potentielles réincarnations telles que les taoïstes le voyaient. Descendre dans la matière, s'incarner dans un corps humain, c'est un mouvement de descente et c'est un mouvement yin. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. J'aurais pu le faire en vert pour que ça soit plus pédagogique, vu que j'ai utilisé du vert avec le yin. Allez. Donc, pour les taoïstes qui partent du principe de l'incarnation, s'incarner, c'est une descente dans la matière. C'est prendre un corps, et il y a la naissance qui matérialise le fait d'être lié à un corps. Et à partir du milieu de la vie, on fait le chemin retour pour retourner vers le divin, vers une réincarnation, avec la mort qui est ici. Tout ça pour dire que yin et yang, c'est vraiment pas des systèmes figés. Si on parle que la vie, c'est une possibilité de se manifester dans la matière, c'est dense, c'est ralentissant, c'est contraignant la matière, et dans ce cas-là, de cette vision-là, on sera sur un système qui est yin. Si on part du principe que de ne pas avoir de corps, être pure énergie ou pure conscience, comme prétendent les personnes qui parlent de réincarnation, alors dans ce cas-là, mourir, c'est yang. Pour ça que les Chinois considèrent que naître est un événement douloureux et que mourir est un événement jouissif et d'ordre du soulagement. Après, il faudra y être passé pour vérifier s'ils ont raison ou pas. Ça pour vous dire que ça dépend toujours de quel point de vue on regarde. Et que s'il y avait une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que cette vision-là, du yin et du yang, doit rester comme une paire de lunettes qu'on met pour séquencer des périodes, des étapes, un processus, et pouvoir avoir une idée de quel type de mouvement est sous-jacent à ce système-là, et qu'il n'y a pas de système absolu, ni au yin, ni au yang, parce que ça dépend toujours de quel angle on regarde. En ce moment, je fais une digression politique et je n'irai pas plus loin. En ce moment, il y a une mouvance sociétale de l'ordre du contraste. Alors que ce soit qu'on le prenne sous l'angle de la crise Covid, de la crise économique, de certains process politiques, il y a un jeu de contraste qui est hyper fort. Et il y a des gens qui pointent du doigt le fait qu'il y ait beaucoup d'ombres, qu'il y ait beaucoup de choses pas claires. Mais en fait, ces choses, elles étaient déjà là avant. En fait, ce manque de clarté était déjà là. C'est juste que là, on est dans une période, en tout cas, c'est ma vision, il y a une période humaine qui est de l'ordre du zénith. Et en ce moment, ben oui, on peut voir des choses très lumineuses. Si on veut rester dans les archétypes un peu spirituels, ombre et lumière, on peut voir des choses très lumineuses. On peut voir des choses très très sombres. Mais la même chose qu'en plein soleil entre midi et 14h en plein été.
Et la question, eh ben, c'est où est-ce que je veux me poser? Qu'est-ce que je veux voir? Et le problème, c'est pas qu'il y ait de l'ombre ou qu'il y ait beaucoup de lumière. En plein été, quand je grille trop longtemps au soleil, j'ai besoin d'aller me poser dans l'ombre et ça me rafraîchit et ça m'apaise, ça ralentit mon corps qui surchauffe. Et quand j'ai besoin de me réchauffer en plein soleil, c'est aussi important. Donc attention comment on joue avec nos jeux de contraste quand on observe ce qui se passe, parce que c'est normal qu'il y ait du contraste. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on est dans une période où les gens ont de plus en plus de clarté, de plus en plus de conscience, de plus en plus la capacité à observer ce qui se passe. Et en plus, on a des médias qui nous permettent d'être connectés, à avoir des informations sur ce qui se passe partout sur la planète. Donc si on veut voir que de la lumière, on peut. Si on veut voir que de l'ombre, on peut. On peut aussi se rappeler qu'on est dans une période où le soleil est haut et les ombres sont grandes, et du coup c'est normal qu'il y ait du contraste. Et ce contraste est naturel, fait partie en fait d'un cycle qui aura sa fin un jour et qui amènera vers autre chose. En chinois, le mot crise, il est composé de deux idéogrammes. Alors, je suis incapable de les dessiner de nouveau, mais de deux idéogrammes qui est, le premier c'est le mot danger et l'autre c'est opportunité. Donc vous voyez comment c'est inclus dans leur système de pensée en fait. Une crise, c'est à la fois quelque chose de dangereux et c'est aussi une opportunité. Et quand on pose les choses, quand on sort du système duel qui dit c'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal, et qu'on commence à percevoir les choses avec cet angle, avec plus de finesse, du yin et du yang. Vous avez vu, à aucun moment je vous ai dit ça c'est le mal, ça c'est le bien. À aucun moment je vous ai dit ça c'est le camp des gentils, ça c'est le camp des méchants. Je vous ai jamais dit ça. Ça c'est vraiment une transposition judéo-chrétienne sur les jeux d'ombre et de lumière. Je vais insister là-dessus. Dans un monde en théorie, il y a d'un côté le blanc et de l'autre côté le noir. Ok ? Ça, c'est en théorie. Quand vous sortez et que vous ouvrez les yeux en dehors de chez vous, il n'y a pas des pixels blancs et des pixels noirs, en fait. Il y a toute une continuité infinie ici de nuances, hein, pour arriver, en fait, à ce jeu de contraste. Et on voit bien que qu'est-ce qui se passe entre là et là, mais en fait, c'est toute une série, une succession de petites étapes, de petits changements, de petits mouvements. On retrouve ce jeu de... C'est comme l'histoire du coucher de soleil. Le coucher de soleil, c'est pas un truc on-off. Hein, c'est pas 1, 2, 3 coucher et on éteint la lumière. C'est pas un interrupteur, c'est progressif. Les saisons, elles arrivent aussi de façon progressive. C'est pas comme quand on était enfant et qu'on ouvrait la fenêtre le matin, le 21 décembre, et qu'on disait oh, ça y est, c'est l'hiver, comme si la neige allait tomber d'un bloc et que tout allait être installé pendant la nuit. Les changements sont des mouvements progressifs. Et ça, on a vraiment, vraiment, vraiment du mal à le conscientiser en tant qu'occidentaux. C'est valable pour le changement dans le monde, c'est valable pour nos changements personnels. Quand on veut installer quelque chose, que ce soit de l'ordre d'une nouvelle habitude, peu importe, un apprentissage, c'est progressif. Donc là, j'ai posé les bases de cette vision yin et yang. Donc on a vu une grille de lecture. Vous avez bien compris que comme c'était un système fractal, on pouvait le pousser beaucoup plus loin. Et vous avez aussi compris qu'il est à l'origine d'une division en 4, que je ne vais pas étayer ici, qu'il est aussi à l'origine d'une division en 6 et également d'une division en 8. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas forcément des grilles de lecture qui sont importantes en regard de la masterclass sur la réflexion, sur le souci et le ressassement. Okay. Donc, par contre, on va parler de la grille de lecture en 5 et de ce que les Chinois appellent Wuji, les 5 mouvements. En Occident, on appelle ça 5 éléments et c'est très à la mode. Il y a un côté un peu exotique avec le côté bois, eau, feu, etc.
mais vous verrez que c'est de nouveau comme le yin et le yang, ça a été extrêmement réduit et que c'est beaucoup plus subtil que ça, ce que ça propose. Ces principes, ces grilles de lecture qui sous-tendent à la médecine chinoise, qui sont les fondements du taoïsme, c'est des systèmes qui sont holographiques et fractales, c'est extrêmement difficile à exprimer de façon linéaire. Et c'est d'autant plus difficile pour des Européens où on a l'impression qu'on peut juste faire copier-coller sur nos systèmes, nos systèmes binaires et ce genre de choses. Donc là, on va parler du système en 5. Et on ne va sûrement pas faire tout le tour. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne verra pas parce que c'est bien expliqué dans le support. Mais on va expliquer comment on arrive au système en 5 et je vais revenir sur les saisons parce que c'est le plus facile pour comprendre. Déjà, si je fais des trucs là. Ça, c'est le centre. Je ne l'écris pas, mais comme ça, vous le savez. Donc, on a dit le soleil se lève à l'est. Et ça correspond à la notion de printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps dans la nature? La luminosité augmente. Vous vous souvenez, on a le yang qui est montant pour aller jusqu'au paroxysme ou au solstice. Et dans la nature, il se passe quoi? L'énergie de la nature au printemps, en fait, elle est montante. La sève remonte dans les branches, ça bourgeonne, ça s'exprime vers l'extérieur. Et on a les bourgeons qui sortent, les feuilles qui sortent, les fleurs qui sortent, et tout reverdit. S'il y a un moment, une saison où l'activité est particulièrement yang, manifestée, expressive, et que ça se déploie rapidement, c'est vraiment au printemps. Ok ? Donc, au printemps, l'énergie qui est associée, son mouvement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce mouvement d'ascension et d'expression vers l'extérieur. S'il fallait le dessiner, la meilleure image, c'est vraiment le mouvement des branches d'un arbre qui se déploie et qui s'ouvre, comme l'arbre qui pousse toujours en direction du ciel, qui, quoi qu'il arrive, essaye de monter et trouve son chemin pour s'étendre, s'expandre, prendre de la place. Ça, c'est le mouvement de l'énergie du printemps que les Chinois appellent bois. C'est pas pour rien. Ok ? Donc ça correspond à l'est, ça correspond au printemps, ça correspond à l'énergie du petit yang. Shaoyang. Okay. Je me trompe de couleur. Ensuite, on a l'été. Avec le maximum du yang, avec le solstice d'été qui correspond à la direction du sud. Et là, on est vraiment sur, alors il faut que je prenne une bonne couleur. On est sur le grand yang, sur le yang maximal. Taiyang. Son énergie, c'est le feu. En été, cette énergie montante du yang, elle se déploie dans toutes les directions. S'il fallait la représenter avec une image pour représenter son mouvement, on est vraiment sur le rayonnement solaire. Le soleil, il rayonne et il réchauffe dans toutes les directions. Ce n'est pas seulement le mouvement ascendant et montant du bois, on est vraiment sur le feu qui réchauffe et qui diffuse dans toutes les directions. Là, on a les deux polarités yang. Ok ? Le petit yang, le grand yang. Évidemment, ces systèmes associés, vous pouvez aller plus loin. Si vous avez des connaissances un peu en médecine chinoise, ici sur le bois, c'est lié à l'organe du foie. C'est pas pour rien qu'on fait des détox au printemps, etc. Ici, c'est sur l'organe cœur. Bref, on peut aller beaucoup plus loin et je vous ai mis dans le support quelques associations avec les mêmes référentiels par association de mouvements.
À partir du moment où le yang décline et qu'on arrive sur l'automne, le mouvement de l'automne, alors il faut que j'écrive automne de la bonne couleur. J'ai pas la place. Hop, automne. L'élément associé, c'est métal. Alors, c'est malheureusement mal traduit parce qu'en fait, en chinois, métal, ça veut dire minéral. Ça ne veut pas seulement dire métal, ça veut dire métal, mais ça veut aussi dire minéral. Quand on parle de l'élément métal, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt minéral. L'élément minéral, l'élément métal est associé à l'automne, c'est le début du mouvement yin. On est vraiment sur quelque chose qui ne va pas très vite pour le coup. Le métal, ce n'est pas quelque chose qui pousse vite. On n'est plus dans ce mouvement yang, on n'est plus dans l'extériorisation, on est sur quelque chose qui est plutôt lourd, qui subit la gravité, qui pousse dans la terre, qui est descendant. La meilleure image pour comprendre l'énergie de l'automne, c'est vraiment les feuilles de l'automne qui tombent, qui retournent au sol et qui amorcent ce processus de mort, de putréfaction. Okay. Donc à partir de l'automne, les jours, là on est sur un équilibre de jour et de nuit, ça va décliner et donc on est vraiment sur une période de l'année qui est plus yin jusqu'au paroxysme en hiver. Et la bonne couleur. Et l'élément de l'hiver, c'est l'eau. Vous voyez qu'on est bien sur une opposition yin-yang. On pourrait aussi avoir ciel-terre, etc. Là, on est vraiment sur les opposés, eau et feu, qui n'est pas la même chose ici. Ici, on est sur de l'équilibre. Là, on est sur un axe de verticalité. Eau, hiver. Là, on est vraiment sur le ralentissement. Qu'est-ce qui se passe en hiver? La sève des arbres, elle retourne à l'intérieur, elle rentre dans le cœur. L'énergie est désinvestie des branches, les feuilles tombent. Il y a un retour au centre. On n'est plus sur cette expansion de l'été, on est sur de l'intériorisation. Donc, on retrouve bien, peut-être je pourrais vous le marquer, ici dans le mouvement yin, on est vraiment sur du ralentissement, sur est-ce qu'on voit encore, de l'intériorisation, de la descente. Les feuilles tombent, ça commence à pourrir, ça retourne au sol. Là, on fait un mouvement retour à la terre. Okay. Et en été, par opposition, on est dans un mouvement yang qui est de l'ordre de l'expansion, de la diffusion, du rayonnement. La partie sociale de l'année, c'est dans la partie yang. Quand on a envie de rencontrer des gens, faire des fêtes, c'est à ce moment-là. La partie où on a envie de faire des choses pour soi, de faire de l'intériorisation, de la création, des temps calmes, c'est en hiver. Là, vous me dites, oui, il est où ce cinquième élément? Au milieu, c'est la terre. C'est l'équilibre parfait, en fait, yin et yang. Son énergie, c'est la transformation. C'est vraiment le mouvement perpétuel. Quand je dis terre, pensez compost. Pensez rien ne se perd, tout se récupère, tout se transforme. Pensez à ça. C'est ça son énergie. Son mouvement, c'est le mouvement en spirale. C'est la transformation, c'est le recyclage, c'est l'alchimie perpétuelle de la vie. Si ici on est sur la partie yang, imaginez ce taiji, ce yin et ce yang qui tournent ici, c'est le point d'équilibre. Je peux le tourner dans tous les sens en fait. Ici, il y aura toujours
l'équilibre yin-yang. Ici, ça va toujours être le point central. Et qu'est-ce qui va se passer ici? En fait, ici, on tourne en spirale. OK? Donc ça, c'est l'énergie de la Terre. Ça, c'est l'énergie de la transformation. Tous ces états sont possibles que parce que le centre existe, que parce qu'il y a cet élément-là. Donc quand on dit terre, il ne faut pas penser à la terre de façon inerte où il y a le sol. Il faut vraiment penser au principe de transformation et de décomposition. C'est vraiment ça l'image la plus parlante et la plus explicite en termes de mouvement. Et donc même si on parle de bois, de feu, de métal ou de minéraux, de terre et d'eau, rappelez-vous que derrière, en fait, ce sont des mouvements. Et on a soit une forme de mouvement qui est plutôt yin, plutôt yang ou plutôt équilibré. Donc ces mouvements, ils sont transposables à plein de systèmes en médecine chinoise. Comme je vous ai dit, on pourrait mettre les organes, je vais les effacer pour que ça reste à peu près lisible, mais on peut transposer avec les organes et vous les avez dans le support de cours. On peut le transposer avec les émotions. Et pourquoi cette masterclass, elle a été comme ça importante et pourquoi j'ai écrit un pavé de fou? Parce qu'en fait, elle correspond en fait à cette énergie-là. Les Chinois appellent ça souci, énergie de ressassement, de réflexion. La réflexion en médecine chinoise, c'est de nature émotionnelle, mais c'est un processus mental. Émotionnel parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas décider de ne pas penser. Vous ne pouvez pas, quand vous avez une idée qui émerge, une pensée qui émerge, elle est toujours teintée d'émotionnel. Toujours, toujours, toujours. Donc, pour ça, en fait, la réflexion est considérée en fait comme étant de nature émotionnelle, mais elle est celle qui est centrale à toutes les autres émotions. Donc, je vais quand même vous le marquer. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme émotion qui est montante, qui s'exprime vers le haut, qui tend à s'expandre, qui fait qu'on sent l'énergie qui monte dans les bras et dans la tête? Là, on a la colère qui correspond à l'énergie de printemps. Pour les taoïstes, toutes les grandes révoltes, toutes les grandes révolutions sont beaucoup plus favorables au printemps. Voilà, je pose ça dans un coin. Ici, avec le feu, qu'est-ce qu'il y a comme émotion qui est rayonnante, qui est de l'ordre de la diffusion? On a la joie. En été, c'est là où on a envie de rencontrer des gens, c'est là où on a envie de partager, c'est là où on a envie d'aimer, c'est là où on a envie de sentir ce lien. Et on est sur l'émotion de joie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la joie à une autre saison, hein. C'est juste que la joie est un mouvement énergétique émotionnel qui est similaire au mouvement énergétique de l'été, au mouvement du feu, et qu'on est donc sur du yang, de diffusion, d'expansion, etc. L'émotion qui est associée au métal est la tristesse. La tristesse, c'est une émotion descendante. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on est triste, on se refroidit très vite. On a très vite envie d'aller faire pipi. On pleure, il y a les liquides qui sortent. On est vraiment sur une descente d'énergie. Et ici, on a l'émotion de peur qui est liée à l'hiver. Parce qu'en hiver, on a vraiment besoin de tout ce qui est de l'ordre de l'instinct de survie. La peur, c'est une émotion en fait qui nous mobilise pour de la survie. S'il n'y avait pas la peur, on ne serait pas capable de prendre acte des dangers. Les gens qui ont un déséquilibre émotionnel de peur sont des gens qui se mettent en danger. Okay? Et toutes ces émotions, en fait, elles ne peuvent pas être appréhendables et saisissables et conscientisées si elles ne passent pas, en fait, par la réflexion. Donc on voit bien que cette histoire d'équilibre, ce point central, cet endroit où tout s'alchimise, au niveau émotionnel, c'est vrai, et ça passe par la réflexion également.
On ne peut pas vivre une introspection, peu importe qu'on parle de peur, de colère, de tristesse ou de joie, si on ne peut pas y réfléchir. Donc, avoir une réflexion qui est saine, qui est équilibrée, va permettre en fait d'avoir du levier sur toutes les autres émotions et sur toutes les autres parts de nos vies, même qui ne sont pas de l'ordre émotionnel. Vous voyez bien que ces notions, si on revient au point de départ, je vous disais, il n'y a qu'une seule constante, c'est le changement. Et chaque changement a un mouvement qui lui est propre. Quand on arrive à créer une grille de lecture pour définir les mouvements du changement, pour savoir à quelle étape des cycles on se trouve, on peut savoir si on est dans un mouvement qui est cohérent ou pas avec le mouvement énergétique du moment. Il y a toute une voie qui est aussi mal comprise en Occident, c'est ce que les Chinois appellent Wu Wei. Ça veut dire la voie du non-agir. Alors, non-agir, c'est pas ne pas agir, c'est ne pas aller à l'encontre du courant de l'univers qui a cours en ce moment. Je vous donne un exemple. Imaginez que votre sujet de travail privilégié soit d'étudier les animaux. Imaginez que vous êtes en train d'étudier les animaux et que vous vous rendiez compte que pour une raison inconnue, tous les ours de votre région se sont mis à hiberner en plein été. Ça serait hyper bizarre ça, hein, comme truc. Ça serait super, super louche. Ça serait vraiment même annonciateur de quelque chose d'assez étrange. Okay. Ça serait un exemple de quelque chose qui va à contre-courant en fait des cycles naturels. Donc, si tous les humains de la Terre, à peu près en moyenne, sont d'accord pour dormir la nuit et vivre le jour, c'est pas pour rien. Si y a une tendance naturelle qui veut que les ours hibernent en hiver et pas au milieu de l'été, c'est pas pour rien. S'il y a un élan naturel pour être dans le partage, la récolte de fruits en plein été, sur la joie, sur le lien, c'est pas pour rien. Et donc l'idée en fait de la recherche d'équilibre, d'harmonie pour les Chinois, c'est vraiment en fait de s'harmoniser, de se synchroniser avec les mouvements qui ont cours. Et de bien comprendre que quand un mouvement est là, lui mettre un couvercle sur la gueule pour qu'il n'existe pas, comme par exemple une colère, comme par exemple une tristesse, parce que ça serait inadéquat, c'est le meilleur moyen en fait pour être en décalage en fait avec ce qui est naturel. Donc, quand une énergie est là au bon moment par rapport à la période de cycle, qu'elle s'exprime dans le bon mouvement, en quantité suffisante, c'est une énergie qui est saine. En médecine chinoise, on parlait d'énergie physiologique, un mouvement physiologique. Et quand elle est disproportionnée, parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est en trop grande quantité, parce qu'elle ne s'exprime pas au bon moment, elle est de l'ordre du déséquilibre et donc elle est pathologique potentiellement. Okay. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails spécifiquement du souci, mais quand tu dis ça m'apparaît comme une lessiveuse, c'est que tu n'es pas dans une réflexion, dans un mouvement de transformation qui est ajusté. Tu es dans un mouvement qui est excessif. Hein. Et donc, tu vois, quand je tourne en spirale comme ça peut être très clair. Et je peux aussi tourner en spirale comme ça, tu vois. Et puis, je peux faire une tentative de spirale. Voilà, hop. Et de façon très simple, ça reste le même mouvement. Et ils ne sont pas exprimés de la même façon. Quand on réfléchit trop, quand on ressasse, quand on cogite, on est là. Quand on ne se remet pas en question, qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait se questionner et qu'on est en pilote automatique, on est là. Le seul mouvement en fait correct qui permet de vivre cette transformation, ce nourrissement lié à la terre, au renouvellement, à l'alchimie, au mouvement perpétuel, c'est celui-là. Pour être complet, hein, on dit, on stylise, on résume. Bon, bref, on fait plus simple.
Ça, c'est un yin et yang simple. Pour être équilibré, pour que ce mouvement aille court et qu'il ne se déséquilibre pas, un peu comme une toupie qu'on chercherait à faire tourner en équilibre le plus longtemps possible, il faut que les deux parties, yin et yang, soient en quantité suffisante. Si on tronque, mettons une partie de l'énergie ici, et qu'on enlève de l'énergie yin en disant qu'il y en a moins, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y en a un qui va prendre plus de place. Ok? C'est aussi valable dans l'autre sens. Si lui, le yin, commence à déborder, il peut venir entraver le yang. Okay? Donc, la notion d'équilibre, c'est une quantité correcte d'énergie. Donc, si on dit qu'on a un système de vase communicant et que le yin et le yang doivent aller ensemble et doivent être en quantité correcte, ça on dit que c'est le niveau attendu d'équilibre. Évidemment, c'est stylisé et ça ne se mesure pas parce que ça n'a pas de réalité concrète, yin et yang, mais on continue ce système d'imagerie. L'équilibre, il est comme ça. Okay? Cette énergie, elle peut être aussi en déséquilibre. Et donc, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Okay? On va parler là uniquement de cette énergie de transformation liée à la Terre, liée aux soucis physiologiques. Sans lui donner un mouvement particulier, on va juste dire la bonne quantité, c'est ça. Ça remplit bien, on est à niveau. Ça, c'est l'état énergétique et c'est valable pour n'importe quelle énergie, qu'on parle de terre, de bois, qu'on parle de joie, de peur, peu importe. C'est une quantité correcte. Et c'est un mouvement correct. Ça veut dire qu'on est bien dans le bon mouvement. Là, en l'occurrence, dans le cadre de la Terre et du souci, on est sur un mouvement en spirale qui équilibre du yin et du yang. On est sur un mouvement correct. Ça, c'est l'état sain, physiologique. Alors, ce qu'on entend par sain, ça ne s'oppose pas à malade. Sain, ça veut dire qui engendre des états de plus en plus vertueux. Donc, on parle de physiologique. On est l'équivalent en médecine occidentale, on est dans un état d'homéostasie, ça s'équilibre tout seul. Après, il peut y avoir plusieurs formes qui vont être pathologiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas un mouvement correct et qui ne sont pas en quantité correcte. Alors, je commence à avoir la flemme d'écrire, je raccourcis les mots. Pathos. Du coup, qu'est-ce qui peut être pathologique? Avoir trop d'énergie, en avoir pas assez, avoir une énergie qui est là et on met un couvercle dessus, on lui dit ferme ta gueule à cette énergie, ça s'est étouffé. On peut avoir une énergie qui n'est pas là. On va faire comme ça. Elle n'est pas là, juste elle n'est pas là. Il y a 2 saisons, en Roumanie, les ours n'ont pas hiberné. Et voilà, ils n'ont pas fait leur mouvement énergétique de l'hiver. C'était pas là. C'est pas qu'ils ont dormi moins longtemps. C'est pas qu'ils ont fait une petite sieste. C'est ils n'ont pas hiberné. Il n'y a pas eu. C'était absent. Il n'y a pas eu cette énergie-là. Et il y a un dernier cas de figure qui est atypique, qui est la forme le plus pathologique, on va dire. C'est le mouvement, il n'est pas correct. Donc on va faire comme ça.
Et ce n'est pas en quantité correcte et ça ne va pas dans le bon sens. Pour les émotions, pour à proprement parler la réflexion, une réflexion saine, elle est comme ça. Et une réflexion saine, alors vous verrez dans le support de cours et c'est bien détaillé, mais elle permet une chose, c'est de passer à l'action. Une bonne réflexion permet un passage à l'acte. Des fois, la meilleure chose à faire, c'est rien faire. Mais ça permet un passage à l'acte. Et une fois que le passage à l'acte est observé, choisi et décidé, la réflexion s'arrête. Ok ? Si ça continue, c'est que vous n'êtes pas dans une réflexion correcte. Donc, on peut avoir réfléchir trop, ressasser. On peut avoir réfléchir pas assez. On peut avoir la réflexion étouffée. Des gens qui simplifient tout, qui rendent tout, qui réduisent tout et qui simplifient tous les systèmes complexes. On peut avoir l'absence de réflexion, c'est quand même assez rare, ou alors c'est transitoire, parce que ne pas pouvoir réfléchir, en général, ça entraîne la mort. Et puis, il y a une réflexion qui est absolument inadéquate. Un mouvement qui est inadéquat dans une quantité incorrecte, une direction incorrecte. Tout le support de cours va prendre point par point qu'est-ce que c'est une réflexion correcte, quels sont les signes d'une réflexion correcte, quels sont les avantages d'une réflexion correcte et quels sont en fait ces différents états pathologiques et comment on peut les corriger pour retrouver. Alors évidemment, il n'y a pas un endroit où c'est acquis et que jusqu'à la fin de nos jours, on va réfléchir correctement. Il n'y a pas, de nouveau, on n'est pas sur un système interrupteur on-off. C'est bon, j'ai trouvé le bouton et c'est réglé pour toujours. Mais de connaître quelles sont les dérives possibles, on retrouve aussi plus facilement en fait la direction de ce mouvement-là. Dans les 5 éléments, ils sont interdépendants. Donc, j'ai bien expliqué les cycles d'engendrement, les cycles de contrôle et les différentes dérives dans le support de cours. Mais je ne suis pas entrée dans ces détails-là parce que là, on arrive à du diagnostic extrêmement fin. Donc, c'est des outils qu'on va utiliser, par exemple, en médecine chinoise pour diagnostiquer des conséquences, une étiologie sur une pathologie, par exemple. Mais tu peux avoir... Alors, est-ce que je te le fais vite fait? Par exemple, quelqu'un qui a un comportement de colère étouffée, si tu te souviens le schéma, la colère, elle correspond en fait à l'énergie du yang montant. Comme c'est cette colère qui va donner naissance, elle va engendrer l'énergie d'après, la joie. Si cette colère, elle est étouffée, elle est contenue, en fait, quelqu'un qui a une colère étouffée aura beaucoup de peine à ressentir et à vivre de la joie. Ok ? Et donc, en fait, on va engendrer des déséquilibres. Et c'est ça la particularité des mouvements énergétiques au niveau émotionnel quand ils sont pathologiques, c'est qu'une fois qu'il y en a un qui est pathologique, en fait, ça entraîne des déséquilibres l'un sur l'autre. Comme tout à l'heure, où je disais, si dans le yin et le yang, il y en a un qui cède de la place, et ben l'autre, il va prendre la place directement. Et inversement, s'il y en a un qui prend trop de place et qui est dans un excès, eh ben, il va faire diminuer l'autre. Et l'autre aura moins de place et donc l'autre sera en manque. Et comme on est vraiment sur un système d'équilibre, donc quand vous lirez le cours, non seulement vous allez vous retrouver à des endroits bien précis, mais vous allez vous retrouver à des périodes de vos vies en vous disant « Ah oui, à cette période-là, j'étais vraiment comme ça ». Mais vous allez penser à des personnes aussi. Vous allez voir que la dynamique entre les humains, elle correspond très bien. Ce qui est super intéressant, et c'est pour ça que la réflexion, c'est super important, c'est que finalement, tu es au centre et tu es à l'endroit où tu as le plus de leviers et de possibilités. Et donc, en Occident, on a cette dérive à la fois d'avoir mis l'esprit, la réflexion, le mental sur un piédestal, et on lui a donné beaucoup de place, mais forcément, on a aussi toutes les dérives qui vont avec. Le côté ressassement, cogitation, ce côté-là, pathologique de cette émotion est vraiment propre à notre pensée d'occidentaux. Il y a des endroits où les gens ne pensent pas autant que nous, vraiment. Ils pensent moins et ils pensent mieux. Parce qu'ils n'ont pas élevé, ils n'ont pas donné cette place-là à cette émotion-là.
Alors, en fait, ça me tient hyper à cœur que vous ayez un vrai outil de vulgarisation. Et si un livre existait et que je le trouvais vraiment bien comme approche de vulgarisation, mais je ne me serais pas cassé la tête à écrire 40 pages pour que ça soit saisissable. Je vous aurais juste recommandé de lire ce bouquin, quoi. On a un besoin de se reconnecter à la nature et pas seulement juste d'être capable d'aller se balader de temps en temps. On peut aussi être très connecté à la nature et vivre en ville parce que tout simplement on prend le temps de s'écouter et de sentir si on est plutôt dans un mouvement de ralentissement, d'intériorisation ou d'extraversion. Enfin, voilà, vous me comprenez quoi. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a vu deux grilles de lecture, celle qui concerne le système binaire de polarité en 2 et on a vu le système en 5. Et on peut aller comme ça vachement loin en fait, vachement loin. Et vous voyez en fait comment ça donne du levier pour comprendre cette notion de changement. Si aujourd'hui dans notre société on a comme ça du mal à voir les choses changer, c'est parce qu'on a du mal avec le fait que les choses aient eu une fin, qu'il y ait une mort, qu'il y ait un deuil. Comme les enfants qui doivent aller se coucher le soir et qui pleurent en disant non, je ne veux pas aller me coucher. Oui, mais il fait nuit en fait. Cette journée est terminée. Il y a un processus de fin. La même chose pour les années qui passent, les beaux moments qui sont passés comme les mauvais moments. On a de la peine avec ce processus de changement et je pense que c'est vraiment important de redescendre de notre système de toute puissance d'occidentaux, de redescendre de ce système de croissance absolue, hein, en mode yang, 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 ouais, mais il y a une fin en fait, hein. Il va falloir faire un peu plus descendant pour voir qu'en fait les choses s'harmonisent quand on veut bien y mettre de l'équilibre. La mort, ça sert que à une seule chose, hein, ça sert à ce que ce processus de renouvellement et de changement puisse exister. Si les choses ne mourraient pas, ben en fait, il n'y aurait pas de renouveau. Juste, ça n'existerait pas, ça serait figé, ça serait immobile. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de s'engendre mutuellement, se nourrissent mutuellement et permet en fait ce mouvement perpétuel et ce changement comme étant une constante de l'univers. Prenez tous soin de vous. Faites bien ce mouvement yin de descente, ralentissement, cocon pendant l'hiver. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez toujours me les envoyer par message, par mail ou quoi que ce soit d'autre. Et puis je répondrai au rythme de l'hiver, à savoir lentement. Et je vous remercie tous beaucoup. C'était un super moment en votre compagnie.